La toute première question que je vous pose aujourd'hui est: connaissez-vous Katia Darèche? Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute première émission de la série Connaissez-vous, pendant laquelle je vais recevoir à chaque semaine une personne du milieu des handicapés visuels ou qui est très près des handicapés visuels et qui se démarque en faisant toutes sortes de choses intéressantes dans la vie. Ma première invitée, je vous l'ai nommée en introduction, c'est Katia Darèche. Et puis, je vais essayer de vous la décrire en quelques mots et je vais lui demander après ce qu'elle pense de cette description. Donc, si je vous dis, bon, Katia, c'est une personne qui est handicapée visuelle, qui est une femme, une mère de famille, une musicienne, une chanteuse, une technicienne de braille et, je dirais, une grande passionnée de la vie. Katia, qu'est-ce que tu penses de cette description? Tout d'abord, bonjour à toi Martin, merci de m'avoir invité. Vraiment, ça me touche énormément et je suis parfaitement d'accord avec ta description. C'est exactement ça. Ça peut pas être mieux dit, je pense. Et il faut dire qu'on se connaît quand même depuis longtemps. Oui. On se connaît depuis 1983. Exactement. Donc, ce qui va faire 34 ans, disons, à la rentrée scolaire au mois de septembre. Absolument, oui. Puis, je te laisse la primeur de raconter pour nos auditeurs la façon qu'on s'est connus. J'ai connu Martin avec un mauvais coup. En fait, quand il est arrivé à l'école que l'on fréquentait, qui s'appelait à l'époque l'école Nazareth et Louis Braille, eh bien, sur l'heure du dîner, moi, je l'avais pas encore rencontré. C'était un petit nouveau. Et puis, il s'est présenté en mettant des serviettes de table dans mon assiette. Il s'est présenté comme ça, en mettant ça dans ma nourriture, finalement, en me bombardant de napkins. Et puis, moi, quand j'étais petite, j'étais une petite fragilité qui avait peur de tout ce qui sortait un petit peu de l'ordinaire comme ça. Et je pensais que ce petit monsieur me voulait du mal ou voulait me faire pleurer ou des choses comme ça. Alors, au début, je le croyais non recommandable. Mais j'ai vite compris que c'était juste un gentil petit bouffon qui aimait jouer des tours, mais qui était très, très, très gentil. Et puis, peu de temps après, en fait, j'ai su qu'on allait être dans la même famille d'accueil. Parce qu'à cette époque, à l'école Nazareth et Louis Braille, au départ, ils prenaient des pensionnaires quand on habitait trop loin de Longueuil, mais à un certain moment, ils ont arrêté d'héberger les élèves. Donc, ils nous ont placés progressivement dans des familles d'accueil et on m'a dit, tu vas être dans la même famille que Martin, c'est le fun, hein? Fait que là, je me suis dit, ouais, OK, il va falloir que j'apprenne à le connaître parce que il fait sûrement pas juste mettre des napkins dans les assiettes, sûrement que... Hein? Fait que, mais ça a été très rapide et le déclic s'est fait ouais, parce très, qu'il y a quand très même eu rapidement un après. petit délai entre le début de l'année scolaire et le temps oui. tu es arrivé dans la famille. Oui, quand même. Oui. Mais c'est que toi, tu as connu, dans le fond, la fin de l'hébergement de l'Institut, si on peut. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été hébergée quand même presque 4 ans. En 83. Moi, je suis arrivée en septembre 80. OK. Donc, les trois premières années... Exact. Okay. J'ai été hébergée du dimanche soir au vendredi après-midi, dans le fond. Toi, Katia, tu es née où exactement? À Mascouche. Oui, on habitait à Mascouche en 1974, lorsque je fis mon apparition. Et puis, par contre, mon papa, Paul Darèche, vient de Saint-François-de-Pabeau, en Gaspésie. Mais moi, je suis née ici. Donc, c'est pour ça, dans le fond, l'hébergement... Mascouche, c'était trop loin. Le transport scolaire n'effectuait pas ce genre de voyagement quotidiennement. Donc, il fallait prendre le transport le dimanche soir, puis revenir le vendredi. Puis je peux te dire que c'est pénible. Quand tu as 6 ans, là, puis tu as toujours été couvé par ta famille. Tu sais, moi,
Tu connais un peu mon papa, là, c'est pas les mères qui sont poules, là. Chez nous, c'est le père, là. Et puis, j'étais vraiment couvée, là, puis à un moment donné, hop, on t'arrache à ton milieu et on te catapulte dans une école où tu connais personne, où tu ne reverras pas ta famille de la semaine. Mais toi, tu es né avec ton problème de vision. Oui, oui. Et puis, comment on s'en aperçoit? Ben moi, mes parents s'en sont aperçus parce que mes yeux, d'abord, mes yeux bougeaient, puis ils ne fixaient pas comme tous les autres bébés. Donc, déjà, quand j'étais bébé, ça n'a pas été très long que ma mère s'est aperçue que mes yeux, ils ne se comportaient pas comme les autres. Et puis, elle a fait faire des tests. Et puis, moi, tu sais, pour moi, je me suis pas rendu compte de grand-chose. Hein. J'ai toujours été comme ça. Je m'en rendais compte parce qu'on me disait « Ah, tu vois pas ci, tu vois pas ça », ou parce que je trébuchais dans des choses. Mais tu sais, j'étais tellement petite que j'ai pas trop de souvenirs de « Ah, ben comment ça? Ça marche pas, tu sais. » Je sais juste que ça me désolait de pas faire comme mon frère ou comme mes amis, de ne pas pouvoir lire les mêmes choses qu'eux, de ne pas voir bien la télé comme eux, d'être obligé de me coller le nez. On s'en aperçoit comme avec des détails. En se comparant à d'autres enfants, notamment. Puis on s'entend qu'entre enfants, c'est assez ingrat, mais ils te le disent tout de suite, ça peut être très méchant. Bien, comment ça, toi, t'es pas capable? Moi, je suis capable, regarde. C'est facile. Fait que on s'en aperçoit comme ça. Puis j'avais mon frère, évidemment, qui, lui... un peu plus vieux que toi. Un peu plus vieux que moi. Donc, là aussi, hein, je faisais pas les mêmes choses. Puis ça, ben, ça causait aussi certains trucs, parce que mes parents s'occupaient un petit peu plus de moi, vu que j'avais plus besoin d'être entourée, on va dire ça comme ça. Puis mon frère, il était plus grand, puis il voyait, donc... lui, des fois, il s'est peut-être senti un petit peu délaissé aussi par tout ça, mais... Enfin, en bout de ligne, je pense que mes parents ont tenté de tout faire pour que je reçoive la meilleure éducation possible et qu'on me donne dès le départ le plus d'outils possible. Puis mes parents sont allés chercher aussi plein d'outils à Nazareth et Louis Braille pour savoir comment faire la même chose à la maison que ce qui se passait à l'hébergement, pour me donner les mêmes trucs, les mêmes outils. Et puis, je pense qu'ils ont vraiment fait leur possible. Puis ton arrivée à l'Institut, oui. Comment tu as perçu ça? Est-ce que... C'était dramatique. C'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Je pleurais toutes les nuits au début. Toutes les nuits. Disons, les 3 premières nuits de la semaine, je pleurais, mais de moins en moins. Puis, je demandais aux surveillantes la nuit d'appeler ma mère. Je disais, appelez ma mère, qu'elle vienne me chercher. Puis là, on me faisait croire pour que je m'endorme. Ben oui, on va l'appeler. Puis là, je m'endormais en me disant, OK, ma mère, elle va arriver. Mais c'était quand même un bon truc. Après ça, je me disais, ils l'ont même pas appelé. Mais au moins, c'était pour essayer de me calmer. Puis là, ben, je m'endormais. Puis finalement... Mais à l'école... Mais à l'école, ça allait bien. Jamais apprendre. Fait que moi, c'est ce que j'aimais le plus. Tu sais, je sais que souvent, les enfants, au début, oui, mais à un moment donné, vite, ils n'aiment plus ça. Mais moi, j'adorais ça parce que j'apprenais vite. J'aimais apprendre, j'avais une bonne mémoire. Puis, ce que j'aimais, c'était de sentir que les intervenants ou les enseignants étaient fiers de moi. Ça me stimulait vraiment beaucoup. Et puis, je voulais apprendre vite et bien, puis, comme on dit, péter des scores. Et je pense que tu en as pété quand même des scores. J'en ai pété, oui. De mémoire, tu avais sauté une année, toi. Oui, j'ai sauté. Oui, j'ai pété des scores jusqu'en secondaire 2. Après, je suis devenue plus régulière. Nazareth, là. Non, c'est ça. Mais tout le temps de Nazareth, j'ai pété des scores. Parce que, oui, effectivement, j'avais fini le programme de 5e année en janvier. Tu sais, autrement dit, au fait, là, j'avais fini la 5e année, j'arrive en janvier, j'ai plus rien à faire. Parce que je comprenais tous les exercices, puis mon professeur me permettait d'aller au suivant, il me corrigeait, c'était bon, OK, tu peux continuer, je vois que tu as bien compris la matière, OK, fais l'autre numéro. Bien, t'arrives, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, elle était allée rencontrer les professeurs
du secondaire, parce que son idée faisait en sorte que l'année d'après, ça demandait que j'aille directement au secondaire. Donc, elle est allée voir tous les enseignants secondaires pour être certain qu'ils accepteraient de m'entourer un petit peu plus, étant donné que je partais quand même de la 5e année. 5-6 ensemble, un peu vite. Puis, s'ils étaient d'accord et tout. Et comme tout le monde était d'accord, eh bien, elle m'a rencontrée, puis elle m'a demandé si j'acceptais de commencer le programme de 6e année en janvier. Et là, je l'ai fait. Et tu as quitté l'école, l'Institut est devenu Jacques Ouellette en cours de route. Oui, pendant mon secondaire 1. Je crois, ou ma 6e année rapide, là, quelque chose comme ça, vers la fin, en tout cas, de mon séjour. Et tu as quitté, après, tu as poursuivi... mais on n'était plus dans la même famille d'accueil. On n'a pas été longtemps dans la même famille d'accueil. Non, peut-être, un an? Un an ou deux, je sais pas, même pas, je pense une demi-année, dans le fond. Peut-être, oui. Et après, c'est quoi qui s'est passé? Ma mère, mes parents se sont séparés. Ta mère s'est rapprochée? Ma mère s'est rapprochée, en fait, pour justement me permettre d'être à la maison tous les jours. Donc, on habitait à Saint-Léonard. Et là, à partir de ce moment-là, le transport était possible. C'est pour ça. Et là, quand tu as quitté, tu as poursuivi dans une polyvalente? Oui, mais là, encore là, allô défi, parce que à cette époque-là, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, ou j'imagine que oui, mais quand j'ai commencé le secondaire 1, il y avait une espèce de réforme qui disait on fait le secondaire 1 et 2 en 3 ans. Oui, en 3 ans. Donc, le secondaire 1 était comme séparé en 2. Puis après, il y avait le secondaire 2. Donc, moi, quand j'ai quitté Jacques Ouellette, j'avais fait la moitié du secondaire 1, si tu veux. OK. Et quand j'ai été classée avec mes notes de mon bulletin de demi-secondaire 1, quand j'ai été classée pour la polyvalente Georges Vanier, on m'a classée en secondaire 2, enrichi. Oh! Mais là, c'est sûr, parce qu'à Jacques Ouellette, on était des petites classes là, de 4-5, puis les professeurs avaient plein de temps pour nous, fait que je pétais des scores. Fait que j'ai été classée en enrichi puis en secondaire 2. Donc, il y avait une partie de la matière du secondaire 1 que je n'avais pas faite. Je suis arrivée en secondaire 2. Puis là, en plus, il y a toute la difficulté de lire en imprimé. Donc, là, j'avais une télévisionneuse. Oui, je savais lire avec ça. Mais les symboles mathématiques, là, je les avais jamais vus, moi. Tu sais, j'ai travaillé en braille, là, en maths. Là, visuellement, je savais pas de quoi ça avait l'air. Je savais mes lettres, je savais mes chiffres. Mais tous les autres symboles, on oublie ça, je connaissais pas. Donc là, je suis arrivée en plus, la fin des maths de secondaire 1, je les connaissais pas. Fait que je suis arrivée, là. Ouah! Et comment tu là, j'ai dégringolé. Et là, j'ai passé quand même. Oui, tu t'en es quand même sorti. Je m'en suis quand même sortie, j'ai pas doublé du tout. OK. Mais... là, les 90, 95, là, c'était un peu plus frais. C'était fini, là. On avait des 65, des 68. ça arrivait. Mais quand même, ça a bien été. Est-ce que tu as eu l'impression de devoir travailler beaucoup plus? Oui, définitivement, parce que même au début de ça, au début du secondaire 2, là, on avait ce qu'ils appelaient des professeurs itinérants qui se chargeaient de faire transcrire notre matériel en braille, si on voulait. En fait, presque assurément. Mais c'est long avant de recevoir tout ça. Puis il y a des professeurs qui sont compréhensifs, mais il y en a d'autres un peu moins. Donc, à ce moment-là, quand tu as un professeur qui ne veut pas attendre que tu reçoives le matériel, ou qui ne veut pas que tu donnes ton devoir le lendemain, ou qui veut... Il ne veut pas t'accommoder, bien, c'est très difficile. Déjà, juste de s'intégrer, là, encore une fois, dans tout un milieu nouveau. Puis le professeur qui était le moins accommodant, c'était justement le prof de maths. Puis c'est là que j'ai eu le plus de difficultés. Donc, ça a été très difficile. Même mes parents l'ont rencontré, là, ça a été très difficile. Il a fallu trouver des terrains d'entente. Mais, une fois... Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, là, le braille, ça suffit. C'est trop long. Il y a trop de délais. Je vais me faire lancer des tomates à un moment donné. Fait que j'ai dit, télévisionneuse, hein? Je la connais, je vais l'utiliser, je vais apprendre à écrire au crayon. Fait que là, je me suis mis en apprentissage intensif d'écriture à la main avec ma télévisionneuse pour être capable de faire comme
tous les élèves. Et là, oui, c'était long. Tout ce qu'ils devaient accepter, c'était de me donner du temps. Un peu plus de temps. Un peu plus de temps, mais au moins, je lisais en même temps que tout le monde. Je ne vais pas attendre le cours d'après, ni rien de ça, ou 2-3 cours. Ni attendre du matériel. Donc, c'était moins irritant pour les profs, puis pour moi aussi, d'une certaine façon, je pouvais suivre. Puis, mais ça me prenait plus de temps. Alors oui, les bouchées doubles, mettez-en. Donc, dans l'ensemble, le secondaire, ça a demandé beaucoup de travail. Oui. Ça a quand même entraîné une réussite. Ben oui, parce que, tu sais, au fil du temps, oui, une fierté, parce que moi, les défis, j'adore. Ben oui, parce qu'après ça, il venait le cégep. C'est ça. Mais, tu sais, au fil du temps, le secondaire, ça a fini par aller. Puis après ça, il y avait le cégep, effectivement. Puis là aussi, franchement... Un autre, quand même, assez gros défi. Un autre gros défi. Puis moi, je suis arrivée, là... tu sais, moi, j'avais choisi la concentration musique, mais j'avais pas beaucoup de cours de musique derrière la cravate. En fait, j'avais les petits cours de musique qu'on avait au primaire, puis j'avais suivi un petit cours de piano, puis un petit cours de chant ici et là, dans lequel, puis dans tout ça, j'avais eu un petit bagage de théorie musicale, mais j'avais une petite base qui était correcte, mais qui n'était pas énorme théoriquement. Puis je suis arrivée, puis là, j'ai su qu'il y avait des examens d'entrée pour être admis en musique. Oh. Là, j'arrive, puis moi, je sais pas pantoute dans quoi je m'embarque. Alors, j'ai rien dans les mains, j'ai pas de feuilles, j'ai pas de partition à remettre à la prof de chant qui va m'auditionner. Là, elle me dit, ben qu'est-ce que tu vas chanter? Ben, je dis, je vais chanter Vive de Patrick Normand. Elle dit, c'est quoi ça? Elle dit, c'est quoi? C'était pas dans son registre. C'était pas dans son registre parce qu'au cégep, c'est le classique et le jazz. Oui. Donc, Vive de Patrick Normand, puis la dame, c'est une sœur et vraiment axée sur son domaine, le classique et tout. Donc, elle ne connaît pas du tout. Donc, elle me dit, ben là, je peux pas t'accompagner, t'as pas de partition, puis je sais même pas ce que c'est. Ben là, tu vas me la chanter à cappella. Bon. Alors, j'ai été plantée devant elle et je lui ai chanté ça a cappella. Sauf qu'elle a réalisé en m'entendant chanter. Elle me dit, est-ce que tu as l'oreille absolue? Ça, c'est vrai que je voulais qu'on en parle. Ben oui, puis là, tu as l'oreille absolue. Oui. Tu peux expliquer un peu pour ceux qui ne savent pas. Absolument. Ben même, je vais l'expliquer avec mon explication parce que j'ai répondu à cette dame. Mais j'ai dit, c'est quoi ça, l'oreille absolue? Je savais même à ce moment-là, tu le savais pas. Je savais pas que ça existait. Okay. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que l'oreille absolue, c'est la capacité de reconnaître, juste à l'entendre, on a la capacité de reconnaître une note sans aucun autre repère. On l'entend, on sait que c'est un do, un ré, qu'importe. On l'entend, on le sait. Puis même chose avec des accords. On les reconnaît sans se baser sur rien d'autre. Okay. Sur absolument rien. Donc, c'est quelque chose qui est assez rare. Même les musiciens n'ont pas tout ça. La plupart ont ce qu'on appelle une oreille relative. Ils savent à peu près, c'est sûr. Puis, ils se donnent au moins une note de départ. Au moins, ils se donnent un repère, une petite base, un petit quelque chose, puis ils partent avec ça. Bon, puis le reste, ben oui, ils le savent, puis c'est parfait, c'est merveilleux. Mais c'est rare que tu peux, en partant de rien, accorder ta guitare ou puis être dessus, là. Bien, cette professeure-là a vu ça. Elle a vu ça, elle a entendu ça tout de suite. Puis là, elle a fait des tests, parce que comme je lui ai dit que je connaissais pas ça, elle a fait des tests, elle m'a joué plein de notes. Plein de notes, puis je lui nommais, j'identifiais, puis après ça, elle a joué des accords, j'identifiais. Elle m'a dit, oui, tu as l'oreille absolue. Donc là, je pense que ça m'a aidé. Je pense que j'ai eu beau arriver un petit peu comme une néophyte, mais je pense que l'oreille absolue m'a donné un coup de pouce. Tu as été acceptée. J'ai été acceptée. Après ça, j'avais un test écrit. J'avais que très rarement écrit des notes sur une portée. Je l'avais fait gribouiller quelques fois, pas beaucoup. Il a fallu que je me rappelle de tout ça, puis que j'arrive à déchiffrer, puis à me rappeler, puis à déduire, puis à... Tu sais, c'était loin, là, tout ça, puis j'en savais pas beaucoup. Mais j'ai été capable d'en faire assez, en tout cas, pour être acceptée, puis ça m'a surpris, honnêtement. Ça m'a vraiment surpris. Mais j'ai été acceptée, puis j'ai fait mon deck en musique. Au complet? Au complet. Avec le papier? Mais pas le papier, parce que j'ai échoué un cours de philosophie. Pas
vrai. Oui, j'ai échoué un cours de philosophie et un cours complémentaire. J'avais pris une espèce de cours de biologie où le prof voulait pas m'aider du tout, puis où il m'a comme laissé Un petit peu te démerder. de démerder. Donc, j'ai échoué ces deux cours-là. Donc, pour avoir le papier, il faudrait que j'aille faire ces deux cours-là. Un cours complémentaire, un cours de philo. Oui, ça me tente pas tant, là. Donc, je sais que je serais diplômée si ce n'était de ces deux cours-là. Donc, je me considère comme telle. Mais au début, tu disais, bon, tu es la fille de Paul Darèche. Oui. Pour ceux qui connaissent la famille Darèche, tu as été plongée là-dedans, forcément, oui, très comme jeune. Obélix dans la potion magique. J'en entendais... depuis l'enfance, hein, c'était au berceau, là, le country. Mon père composait, on entendait ses mélodies plein la maison. Puis ma tante Julie et ma cousine Dani chantaient, faisaient des albums aussi. Donc, moi, j'entendais du country là, depuis toujours. Hein. Quand est venu le temps de choisir musique au cégep, est-ce que tu avais comme des idées en tête de... Bon, t'étais, on peut dire, déjà dans une carrière. Est-ce que tu voyais autre chose? Comme... Je voulais être meilleure. OK. Je me disais, c'est bien beau, mais si je pouvais faire mieux. Parce que, tu sais, le country, ça me fait de la peine de dire ça, parce que j'adore le country, mais c'est un petit peu brouillon, le country, tu sais. Rares sont les gens qui ont appris la musique. Ils le font d'instinct, c'est très instinctif, puis c'est parfait, c'est la musique du cœur, puis c'est correct. Mais je me disais, ça prendrait quand même... J'aimerais être capable de savoir pourquoi on joue d'une telle façon, pourquoi on passe ces couleurs-là, qu'est-ce que ça amène et comment on peut créer des couleurs, puis comment on peut... pourquoi ça donne tel résultat plutôt que tel autre. Je voulais comprendre ce que je faisais, au lieu de juste faire d'instinct. Puis je me dis... Puis la formation t'a aidé? À m'emporter ça. Oui. Maintenant, je comprends, même que... Ça t'a permis de chanter autre chose que du country. De chanter autre chose que du country, puis de parce que là, je prends mon petit ton taquin, parce que je vais raconter qu'une fois, j'étais tombé sur une cassette. Oh mon Dieu! J'avais oublié cette chose! D'un concert que tu m'as laissé écouter à peu près 30 secondes, puis que tu top chrono, hein? Oui, j'ai retiré. Du magnétophone, puis qui est disparu, puis que... Mais tu sais que je ne l'ai jamais retrouvé, ça me désole quand même. C'est désolant. Parce que j'aurais aimé la garder. Puis là, aujourd'hui, je te la ferais volontiers. Ça ferait écouter un extrait sur le podcast. Finalement, c'est pas payé quand ça a disparu. Mais c'était quoi? C'était en italien. Oui, c'était de l'italien. Oui. Parce que au cégep, les examens, évidemment, comme tu es en musique, oui, il y avait des examens écrits dans le cours qui s'appelait langage musical. Là, on pouvait avoir un petit examen de dictée musicale. Mais sinon, l'instrument, là, l'examen, c'était de jouer de ton instrument. Ou si ton instrument était ta voix, ben, c'était de chanter devant public. C'était ça, l'examen. Donc, il y avait à ce moment-là un concert. Justement, quand il y avait les examens, ils organisaient un gros concert. Les parents des élèves et les amis et n'importe qui voulait venir assister à ça, venaient et on chantait. Voilà. Puis là, le classique, là, c'était... Ben oui, eux enregistraient, puis nous le remettaient, si on voulait. Et puis eux, ben, se servaient de ça, de notre prestation, pour nous noter. Et puis... tu sais, en classique, là, il n'y a pas de micro, là. Il n'y a rien. Tu es sur la scène, puis garoche ta voix, puis arrange-toi pour te faire entendre. Mais de toute façon, personne parle. C'est très gênant. Tu entendrais une mouche voler, puis t'as pas de micro, t'as rien, chante, tu sais. Fait que c'était vraiment gênant. Puis moi, la technique classique, je trouvais pas ça facile. Fait que le concert, là, qu'il y avait sur la cassette, c'était pas bon. Moi, je vous le dis, c'était vraiment pas bon. Mais c'était mon premier, puis c'était le mieux que j'avais pu faire à ce moment-là, avec ma bien piètre compréhension de la voix classique. Mais celui que j'avais fait après, j'en ai fait quelques-uns, hein, en 2 ans et quelques. J'en ai fait plusieurs. Et il y en a un
que j'aurais aimé vraiment plus te faire entendre, mais lui, j'ai perdu très vite la cassette. On n'avait pas plus la cassette. Non, je l'ai pas eu longtemps même, celui-là. Mais j'étais bonne, puis il y avait même de l'allemand, là, tu sais, c'était quelque chose, puis c'était pas pire, sérieux. Il y avait de l'italien puis de l'allemand, puis c'était... Mais bon, ça a été une belle époque. J'ai appris aussi toute l'histoire de la musique. Je sais d'où vient la musique. J'ai appris comment on forme des harmonies, comment ça marche, tu sais, les gammes, les tonalités, comment... Tu sais, fait qu'après, là, moi, je suis en studio, là, disons, avec mon père, puis on fait des harmonies, parce que je suis souvent choriste aussi pour d'autres chanteurs country, puis tout ça, puis moi, je peux dire à mon père, regarde, là, c'est parce que moi, je te suggère de placer cette note-là à telle place pour qu'elle te donne l'accord que tu veux. Puis des fois, il m'obstine. Ben non, ça marchera pas. Moi, je voulais faire ça. Il dit, OK, essaye-le. Moi, je te le dis, ça va donner ça. Puis comme de fait, quand il le fait, il dit, ben oui. Donc, ça apporte des notions qui font aller plus vite parce que tu le sais ce que ça va faire. Tu sais? Fait que moi, je suis contente d'avoir fait ça. Ce cheminement-là. Puis en plus, au cégep, au début, j'étudiais chant et piano, mais après, j'ai découvert, grâce à mon ancien conjoint, Éric Ouellette, qui avait dans sa chambre une basse électrique. J'avais dit, est-ce que tu peux un petit peu me montrer les rudiments, puis je peux-tu l'essayer, ta basse? Puis j'avais essayé, puis je suis tombée en amour avec cet instrument. Et là, après, j'ai bifurqué pendant mes études au cégep, j'ai dit, je veux étudier la basse électrique. J'ai fait capoter tout le monde là-bas. Ils m'ont dit, voyons donc, t'es toute douce, t'as des petites mains de rien, tu veux jouer de là-bas? Oui. Ça s'étire des petits doigts, c'est pas de problème, ça s'allonge. Puis j'en ai joué de la basse électrique. Puis c'est devenu mon instrument principal. J'ai vraiment adoré ça. Fait que là, maintenant, je peux être bassiste, je peux jouer de la basse, je peux chanter, puis en toute compréhension du système, tu sais. Oui, exact. C'est ça. Mais là, tu vas m'aider un peu parce que nous, bon, on se connaît, ça fait longtemps, mais il y a quand même des petits temps où on s'est moins côtoyé. Exact. Donc, après le cégep, qu'est-ce qui... Bien, pendant le cégep, en fait, pendant la première année, j'ai eu l'accident qui a bouleversé ma vie. Il faut quand même en parler. Ben oui, malheureusement. En 90. 90. C'est un épisode malheureux, mais... Le 4 octobre, le lendemain de ton anniversaire. Hein, c'est cute, hein, le lendemain de ta fête. Bang! Alors, oui, je me suis fait frapper par un autobus. C'est carrément ça. Il a roulé sur ma cuisse gauche. Donc, en sortant du métro Beaubien, en voulant aller prendre l'autobus 18 Beaubien, qui, lui, ne m'avait pas vu, mais que moi, je croyais qu'il m'avait vu, en tout cas pour faire une histoire pas trop morbide. Et puis, à un certain moment, bon, il me voit pas, donc il me bouscule, je tombe sur le côté. Le haut du corps sur le trottoir, le bas du corps dans la rue, donc les jambes dans la rue. Et l'autobus, j'ai le temps, imagine, j'ai le temps, à partir du moment où je tombe et où je constate que le chauffeur ne s'est pas rendu compte de rien, j'ai le temps de me dire, OK, techniquement, je peux pas me lever. J'ai pas le temps de me relever. Il va me passer dessus, c'est clair. Alors, j'ai eu une très belle vie. Merci pour tout, c'était super génial. Tu sais, tu as le temps de te dire, je vais mourir dans quelques secondes si pas quelque chose, si la tendance se maintient, si mes calculs sont vrais, je vais mourir. Mais il passe juste sur ma jambe. Il écrase pas d'organe vital, il écrase rien, il est juste, c'est beaucoup, mais autrement dit, pas les poumons, pas l'estomac, pas le cœur, pas rien, il écrase ma jambe. Mais bon, et là, j'ai même pas perdu connaissance, j'ai juste lâché un petit cri de rien. Un petit cri de rien. Puis là, pour me dire, je suis encore là. Ah ben, c'est le fun. Mon Dieu, je suis solide. Mais ça doit être quand même épouvantable. Mais c'est épouvantable. Mais le corps est bien fait. Il s'anesthésie tout seul quand c'est trop gros. Finalement, j'ai senti juste une lourdeur incroyable, mais pas de douleur au moment de l'impact.
Juste, c'est donc bien lourd. Mais après, là, ça c'est sûr qu'après, ça fait mal partout. La jambe, je la sens plus. D'abord, à ce moment-là, j'ai comme plus de jambe gauche dans ma tête, là, je sens plus rien. Et mon bassin est fracturé à 5 endroits, mais je le sais pas encore. Fait que tout ce que je sais, c'est que j'ai mal épouvantable dans le bas du dos et tout ça. Puis, j'essaie de bouger mes jambes et je sens que mon pubis est comme détaché. Je comprends pas trop. Mais tout ça pour dire que tout ça, c'est en toute connaissance. Je me suis pas évanouie, jamais. Et là, on m'a transportée à Sainte-Justine et puis mes parents sont arrivés, tout ça. Et j'ai subi une opération qui a stabilisé mon bassin, puis avec des espèces de fixateurs, puis ils ont fait des opérations à ma jambe pour transférer des veines parce que ça circulait plus du tout. Ils ont évité l'amputation de très près et ça a nécessité un rétablissement de 8 mois en tout. Donc ça a été une période moins intéressante. Moins intéressante, mais en même temps tellement grande parce que qu'est-ce que tu as le temps de faire quand tu... D'abord, quand tu es confronté à ce point-là, puis que tu as 2 choix, mais juste un souhaitable, ou tu t'apitoies, puis tu pleures tout le temps, puis tu t'avances pas, ou tu dis, OK, là, je traverse ça, je veux sortir de ça gagnante, fait que je relève mes manches, puis je bûche. C'est tout. C'est bien que tu dises ça, parce que le but de mon émission, c'est aussi de dire que juste le fait d'être non-voyant, il y en a qui vont dire on s'apitoie. Mais ils s'écrasent déjà. Oui. Sur le salon, sur le divan. Exact. Il y en a beaucoup qui choisissent cette option-là. Et moi, j'aurais pu, à plus forte raison, arranger comme ça, avec une jambe qui veut plus plier. Parce que là, à un moment donné, tu sais, disons qu'avec le bassin fracturé, oui, ils l'ont fixé avec des tiges de métal, mais il ne faut pas bouger pendant 2 mois, là. Sur le dos pendant 2 mois, avec une espèce de lit pour grand brûler, pour pas que j'ai de plaie de lit, parce que il ne pouvait pas me tourner. Donc là, tu es sur le dos tout le temps. Mais la jambe, elle, là, qui est blessée, elle plie plus. La hanche, non plus. Fait que là, il faut tout réapprendre. Il faut faire plier de force ce qui ne veut plus plier. Mais le moral... C'est épouvantable, là. Est-ce que le moral est là, quand même? Parce ben, oui, vas-y. Non, mais c'est parce que je veux pas brûler de punch, mais on n'a pas 3 heures, là, on pourrait parler. On pourrait en parler ensemble 3 heures. Hein? C'est sûr. Mais, tu sais, Katia, je le dis, aujourd'hui, c'est ma première invitée, puis je vais en avoir d'autres, mais Katia, c'est quand même une des personnes, pour ne pas dire la personne la plus positive que je connaisse. Donc, est-ce que le positivisme, est-ce qu'il est déjà là? Il est déjà là, mais il est ébranlé un peu. Étonnamment, là, c'est là qu'il s'est ancré. D'accord. Il était là avant, mais là, ça fait comme, écoute ma chérie, là, si tu veux sortir gagnante de ça, tu as une option, puis c'est le positif. C'est la résilience. C'est le courage. Ça va faire mal. OK. Ils vont t'opérer 10-12 fois. OK. Mais tu veux t'en sortir ou pas? Oui? Fonce. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il n'y avait pas d'option. Même si, oui, il y aurait pu en avoir pour toutes sortes de morale. Mais moi, j'ai eu un moment, un épisode de découragement avec la physio, justement, parce que quand ça plie pas puis il force, je vais te dire, j'aime mieux me faire opérer 22 fois que faire plier un genou qui veut pas. C'est épouvantable. C'est difficile à imaginer. Oui, je te jure. Quelqu'un qui... Oui, mais je te jure, tu as l'impression que ton physio, il t'en veut puis que c'est un traître. Tu as l'impression qu'il veut te faire souffrir absolument. Alors que, moi, une fois, je vous le dis comme ça, je suis douce, mais une fois, je l'ai frappé. Je pensais qu'il faisait exprès. Puis à un moment donné, il l'a fait craquer, mais tellement fort. Je pensais qu'il était décroché et mon poing est parti. Pouh! C'est fou, hein? C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais oui, c'est drôle parce que moi, je suis tellement douce, tu sais. On peut pas imaginer que ma main va partir. Mais ça, là, c'est épouvantable. Mais il m'a dit, tu m'as frappé, mais je viens de délivrer ton genou. Il me l'a expliqué après. Et je viens de délivrer ton genou. Si je faisais pas ça, il serait resté
Bloqué. Mais c'est tellement difficile, ce genre de choses-là, qu'une fois, j'ai dit à ma mère, « Ah, puis tant pis, je serai en fauteuil, puis c'est tout. » Et là, cette fois-là, une seule fois, ma mère m'a fouettée, puis elle m'a dit, « Il n'y en est pas question. » J'ai eu besoin d'un seul coup de fouet. Après... Parce que tu as toujours eu tes parents derrière toi. Mes parents étaient toujours là, Martin. C'était tellement beau. Et je pense que ça a aidé à garder mon positivisme aussi, parce que moi, j'avais toujours du monde. Ça les exaspérait un peu, d'ailleurs, les infirmières, parce que c'était difficile de voir une chambre silencieuse et calme. Il y avait toujours un petit peu de brouhaha, mais moi, ça me prenait ça pour être bien. Fait que le jour... Ça te le prenait, mais tu avais les gens qui étaient là et qui te supportaient. Absolument. Ma mère était là le jour, mon père arrivait le soir. Donc, il y avait toujours... Puis mon père a passé les 60 premières nuits avec moi sur un petit lit de camp à côté. Fait que j'étais entourée, vraiment. Et ce que je faisais pour passer le temps, puis pour me motiver aussi, j'ai demandé à mon père, qui avant n'aurait jamais voulu, parce que ça faisait de la corne sur le bout des doigts, j'ai demandé à mon papa de m'apprendre la guitare. Donc, là, j'ai dit, il peut pas me refuser, il peut rien me refuser. Donc, papa, veux-tu me montrer la guitare? Et papa est allé au magasin de musique, a acheté la première guitare à sa petite fille, lui a offert. Et à partir de là, j'étais dans mon lit, sur le dos, on accotait la guitare sur les bras, les tiges de métal qui tenaient mon bassin, puis j'apprenais à jouer. C'était ça. Puis j'apprenais des chansons, puis je chantais. Puis ça m'a aidé. On faisait des parties dans ma chambre. C'était ça. Ça prenait ça. C'est comme le côté positif de la chose. Absolument. Puis le jour, ma mère, elle me lisait plein de livres de développement personnel. Puis moi, j'aimais déjà ce genre de lecture-là avant. Donc, fait que là, ça cultivait mon cerveau en positif. Ça me donnait une overdose de positif. Puis le soir, c'était la fête. Puis à travers de ça, ben oui, il y avait des traitements, puis il y avait ci, puis il y avait ça. Mais ça se passait beaucoup mieux avec tout le support que j'avais autour. Oui. Hey, moi, tu me racontes ça, puis j'ai des frissons. C'est incroyable. C'est fou, hein? Peut-être que je t'avais jamais raconté tout ça à ce point-là, peut-être. Ben, peut-être aussi, mais on se voyait moins à cette époque-là, je pense. T'étais-tu en Abitibi, toi, à ce moment-là? Oui, c'est ça. Donc, t'étais pas tout à fait près de moi à ce moment-là. Non. Mais ça a été toute une période, quand même. Là, on n'entrera pas dans tous les détails, mais c'est sûr qu'un accident pareil, ça a eu un impact quand même sur ta vie. Ben oui. À plusieurs reprises, quand même, des inquiétudes. Ben ça, c'est sûr. L'amputation est revenue sur le tapis 2-3 fois. Mais j'ai encore ma jambe. On l'évite. Et là, maintenant, ben, il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent. Et puis, je pense qu'on va l'éviter. Mais il y a eu plein de choses. Puis évidemment, ben, il a fallu que je recommence ma première année de cégep. Fait que l'année que j'ai sauté pour arriver au secondaire en avance, ben on m'a dit, t'as couru, mais... ça t'a rattrapé. C'est ça, je l'ai perdu là. Tu sais, ça m'a ramené à la normale, on va dire. Et j'ai dû recommencer le cégep après. Mais là, ensuite, je l'ai fait tout d'un bout, là, après. Ça a bien été. Et toute une période. Et puis là, ensuite, il y a eu mon fils qui est arrivé... Oui, en 95, le 23 novembre 95, j'ai eu un beau petit bébé que j'ai appelé Olivier et qui est mon seul enfant, mais c'est parfait comme ça. C'était mon beau cadeau de la vie. Ça a été une autre belle période. Et puis ensuite, il y a eu la radio, parce que j'ai fait 10 ans d'animation radio. Et tu as fait, parce que on s'en souvient, tu as fait de la radio communautaire. Oui, pour commencer, oui. Ouais. À HFM 103,3 à Longueuil, pendant 1 an. Donc, 1 an seulement? Un an seulement, oui. J'avais commencé en mars 98 et ça s'était terminé en juin 99
une fois que j'ai été embauchée par CJMS. Et là, à CJMS, j'ai fait 9 ans là-bas. Tu as fait longtemps. Oui. Oh, tu as fait des émissions. Plein de choses là-bas. Oui, hein? Oh, oui. Ça, c'est à CJMS, là, vraiment, des émissions musicales à la mise en onde. Tu sais, c'est là que j'ai appris vraiment. Parce qu'à HFM, j'avais un technicien, j'avais juste à préparer des feuilles de route. Mais ça m'a appris à planifier, par contre. Parce qu'à CGMS, ça, c'était le contraire. On faisait tout, on improvisait tout, au début du moins. Mais à HFM, j'ai appris à planifier, à bâtir des feuilles de route, des trucs comme ça. Mais j'avais juste à présenter mon matériel, que j'avais préparé au préalable. Là, CGMS, il n'y avait rien de préparé, puis il fallait que je me mette en onde moi-même. Bien, pas au début, mais rapidement. On m'a signifié qu'on n'avait pas le budget pour me payer un technicien. Donc, puis on m'a bien fait comprendre à l'époque, les nouveaux patrons qui avaient fait l'acquisition de la station m'ont bien fait comprendre que c'est pas parce que j'étais non-voyante qu'ils allaient me payer un technicien. Et justement pour ça, j'ai donc voulu apprendre à faire de la mise en onde. Et j'espérais donc que ça fonctionne. Que ça fonctionne, puis de mettre en onde le dit patron qui faisait des émissions, justement. Puis je me disais, attends, toi, un jour, c'est moi qui va te mettre en onde. Et c'est arrivé? Et c'est arrivé. Absolument. Et ça a été quoi? Ça a très bien été. Disons qu'il s'est fait... Ben, je pense que pour te dire ça, il croyait aussi que c'était possible. Bon, oui, il devait se dire, elle va s'arranger, sinon, je vais en trouver un autre. Mais en tout cas, il n'y a pas eu besoin d'en trouver une autre, hein, parce que je l'ai appris. Le lendemain que je me suis fait dire ça, j'ai demandé à la personne qui me servait de technicien à l'époque, j'ai dit, tu vas me montrer la console. Il m'a montré. Puis, celui qui avait été engagé pour s'occuper des nouveaux ordinateurs de la station avait pris le temps aussi, m'avait installé ZoomText, m'avait montré tout le système informatique. Tout le monde s'est allié autour de moi pour que je ne me plante pas, rendu au moment de me mettre en onde. Et ça s'est très bien passé. Puis, au fil du temps, là, même quand ils ont changé les équipements et tout le monde m'a tout appris. Ça a bien été. Puis, le monsieur s'est fait mettre en onde par moi plein de fois. C'était très drôle quand même. Mais ça m'a permis de faire plein de choses, tu sais, des émissions musicales, enregistrer des publicités, des jingles, faire des lignes ouvertes avec des naturopathes, avec des astrologues, avec des... Tu sais, j'ai fait... Parce que, tu sais, la station, plus ça allait, plus ils diversifiaient leur contenu, parce que, bon, ils avaient des nouveaux commanditaires, et là, c'était des émissions, les gens achetaient du temps d'antenne pour des émissions complètes, et là, ça prenait quelqu'un derrière la console, mais non seulement la mise en onde, mais aussi, il fallait leur parler à ces gens-là avant de leur passer les appels, puis il fallait avoir l'air de s'intéresser à tout, puis de suivre tout en même temps. Fait que j'ai appris à être multitâche, vraiment. Puis je regardais faire mes collègues au début, puis je me disais, oh mon Dieu, j'espère qu'ils me demanderont jamais ça. Je sais pas comment vous faites. Puis je me rappelle, mon ami Roger Charlebois m'avait dit, tu vas être capable. Oui, ils vont te le demander, c'est sûr, puis tu vas être capable. Et ça a été demandé. Et ça a été le cas, et j'ai été capable. Voilà. Oui, absolument. Donc, ça s'est terminé quand, la radio? Ça s'est terminé... Écoute, ça s'est terminé grâce à toi, Martin. Faut le dire, parce que ça, moi, je vous le dis, là, lui, il est gêné, mais un jour, Martin, là, moi, je pense que je me propose pour t'interviewer, parce que je te jure que tu fais vraiment partie, à mon avis, des personnes handicapées visuelles inspirantes. Et t'en as fait beaucoup de choses, toi aussi, puis beaucoup autant dans le milieu associatif aussi. Mais en ce qui me concerne, tu as été mon modèle souvent. Toujours le précurseur. Le précurseur, le premier qui s'était acheté un cellulaire, le premier qui s'était acheté un fax, la nouvelle petite bébelle. Martin l'avait, puis là, après ça, je disais, je l'avais moi aussi, puis là, je partais avec lui, puis on allait courir les magasins, puis... J'avais un cellulaire. J'ai changé, moi, maintenant. Voilà, maintenant, c'est moi, là, qui va au-devant. Qui va au-devant, qui achète les bébés tout le temps. Oui, mais là, le cellulaire, c'est vrai. Oui, le cellulaire et le fax, oui. Oui. Mais là, pour ce qui est de la fin de la radio... Mais là, oui. Écoute, parce que... lui, Martin, ne savait pas trop, mais
Il a fait son stage à l'Institut pour le stage d'apprenti technicien braille en 2006. Moi, en 2006, j'étais encore à CJMS et ça va bien, quand même. Mais ça commence à mal aller. La station est mal dirigée. Les commanditaires se sauvent. L'argent aussi. Et les chèques de paie qu'on nous distribue comme ça à toutes les semaines se retrouvent très souvent sans fond, à ne pas être distribués finalement, à rebondir dans nos comptes de banque. Donc, je commence à m'apercevoir que la station commence à crouler sous les dettes et nous, on n'est pas payés. Et je commence à trouver ça difficile. C'est vraiment pas rassurant, d'autant plus que j'étais une maman monoparentale, puis que c'était mon seul revenu, puis quand tu arrives à l'épicerie là, ou à la pharmacie pour soigner ton enfant, puis que tu essaies de passer ta carte de guichet, puis fonds insuffisants parce que ton chèque, il a rebondi, puis bon... Puis à cause de paye... De paye qui sont pas... les chèques sont pas honorés, bon... Ça finit par être vraiment stressant, ça. Puis, à un moment donné, moi, je me souviens, je t'ai rencontré lors d'un de nos nombreux soupers au Saint-Hubert ou trucs comme ça, où je t'ai dit, c'était comment le stage à l'Institut? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça prend pour être technicien braille? Je t'ai posé 1 million de questions, auxquelles toutes les réponses que tu m'as données, je me suis dit, hey, moi, j'ai ça. Moi, là, j'adore lire, j'adore écrire, j'ai une belle orthographe. Autrement dit, je me voyais très bien dans tout ce que tu m'as décrit, tout ce que ça prenait. Et tu m'as encouragé, tu m'as dit, va chercher le code de transcription braille, emprunte des livres à la bibliothèque qui ont été faits après 2002, je pense, à l'époque, oui, tu m'as dit. Puis tu m'as donné un paquet de conseils. Et là, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai étudié, mais une affaire de fou. Et même, on s'est rencontrés, je suis sûre que tu vas t'en souvenir, avec chacun notre ordinateur portable. Chacun un bout de table. Chacun un bout de table, avec notre portable, avec Duxbury, tous les deux. Et là, tu m'avais montré un livre que tu avais fait en braille. Tu m'avais montré les codes de DBT, les codes qu'on utilisait pour transcrire et tout. Je me rappelle, au début, j'étais découragée. Je me suis dit, mon Dieu, comment tu fais pour retenir tout ça? Puis comment tu fais pour retrouver ton texte à travers cette panoplie de codes? C'est vrai que ça fait drôle un peu. Ça fait drôle au début. Quand on est dans Duxbury avec tout l'affichage. Quand on affiche les codes et qu'on voit tout ça entre plus petit, plus grand ou entre crochets ou entre côtés. Là, au début... Mais tu m'as laissé une copie de ton livre. Tu m'as même expliqué comment faire. J'ai pu m'inspirer du tien. Et pour me pratiquer, imagine, avant le test de braille, parce que je m'étais effectivement inscrite, j'avais appliqué pour le prochain stage, qui était en 2007. Tout de suite l'été d'après. Tout de suite l'été d'après. Mm-hmm. Et pour étudier ça, j'avais scanné un livre que j'aimais beaucoup. Puis je l'avais passé dans DBT. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, je me rappelle. Puis j'étais partie de ton livre pour m'inspirer pour les codes. Puis j'avais fait du mieux que je pouvais avec ce que je comprenais pour me pratiquer déjà. Fait qu'imagine quand je suis arrivée au test de braille, ben j'étais pas trop mélangée quand même, hein? Et là aussi, on m'a dit, quand on m'a rencontrée, pour me dire que j'avais obtenu le stage, et quand on m'a rencontrée, on m'a dit, Katia, t'as pété un score. On m'a dit carrément, j'avais eu 89% au test de braille. Donc, ça m'avait vraiment transportée. J'étais heureuse de ça. Et maintenant... Maintenant, ben, je suis technicienne de braille, chevronnée. Hein, depuis... J'ai fait une gaffe en partant. J'ai oublié de dire que tu étais maintenant rendu... Chef d'équipe. En plus. Après quelques années quand même. Après, oui, c'est arrivé en 2015,
2015, donc 29 juin 2015. Donc, c'est ça. Ça fait quand même... Ça fait quand même 1 an et quelques mois. Mais quand même, quand on y pense, c'est 7 ans et demi après le début. C'est quelque chose, hein? C'est quand même... Ça s'est passé, là, rondement, je te dirais. Oh oui, il y a eu quand même d'autres personnes qui se sont présentées. Il y a d'autres personnes qui se sont présentées. Il y a eu toi, quelques... Ouais, il y a eu... On était 2 à postuler. Puis je veux dire que l'autre personne qui s'est présentée aurait très bien pu l'avoir, était hyper compétente. Mais, tu me connais un peu, j'ai étudié comme une acharnée. Parce que là aussi, il y avait un examen pour tous les codes de braille. Il fallait savoir quand même tous les codes. Et j'ai étudié tous les codes. Beaucoup avant. Oui, ça, tu le voulais quand je le voulais. Tu voulais pas faire mauvaise je voulais pas. Non, c'est ça. Je me disais, si je l'ai pas, ça va. Je vais pas être déçu. Je vais pas être déçu. Je vais pas être triste. Mais je vais faire tout ce que je peux, en tout cas, pour donner le meilleur de moi-même. J'ai appliqué là-dessus. Je vais agir comme tel. Je vais étudier. Puis c'est ce que j'ai fait pendant des jours avant l'examen. Puis ça a porté fruit. Et je suis fou. On a sauté des grands bouts, mais on va faire une pause. Oui. Une petite pause. Après, j'aimerais ça que tu nous racontes l'aventure de Bangkok. Oh oui! Et puis, on va parler un petit peu, on va philosopher peut-être un peu. Parfait, je suis bien d'accord. Mais on fait une très courte pause, puis on revient tout de suite avec notre invité qui est, vous le savez, Katia Darach. Cette section s'intitule Petites annonces, commentaires, questions, car oui, vous pouvez nous faire part de vos commentaires. Nous avons une adresse courriel qui est connaissez-vous2017@gmail.com CONNAISSEZ2017@gmail.com et nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Soit par écrit ou soit par l'entremise de cette rubrique. Pour cette première émission, je vous parle de 2 petits sujets. Il y a le Conseil canadien des aveugles de Longueuil, CCAL, qui vous invite à son 12e quilliton annuel qui aura lieu le samedi 11 mars 2017 de 14h à 17h au 2e étage du salon de quilles du Club 300 situé au 1626 boulevard Taschereau à Lemoine. Donc, le prix du billet d'entrée est de 20$ par personne et inclut 3 parties de quilles. Puis, il y a des frais additionnels de 2$ pour la location des souliers. Il va y avoir des prix de plaisance, plaisir assuré. Vous pouvez communiquer avec M. Martin Morin pour avoir plus d'informations ou pour l'achat des billets. Le numéro de téléphone de M. Morin est le 450-442-2018. Le deuxième sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une petite étude à laquelle j'ai participé et on m'a dit qu'il y avait peut-être encore de la place. Du moins, ça coûte pas très cher d'appeler et de s'informer. C'est une étude qui consiste à localiser des sons dans le cadre d'une fabrication d'un jeu pour personnes handicapées visuelles. Vous pouvez téléphoner ou utiliser l'adresse courriel. C'est M. Hector Zabo. Le numéro de téléphone est le 418-271-0831. Et il y a aussi une adresse courriel qui est hector.zabo@usherbrooke.ca. Donc ça s'écrit hector.szabo@usherbrooke.ca.
C'est pour les personnes âgées de moins de 60 ans. Il y a une rémunération de 45 $. Ça dure 2 heures et ça se déroule dans les locaux de l'Université Sherbrooke, pavillon Longueuil. Donc, même pas besoin de sortir dehors du métro. Et je vous en parle parce que je l'ai fait et c'est quand même simple et ça rend service et ça donne 45 $. Maintenant, je vous parle de mon invité de la semaine prochaine pour l'émission numéro 2 qui sera en ligne à partir du vendredi 10 mars. C'est un ami qui lui aussi a accepté de participer à l'émission avant même la première diffusion, donc qui s'est lancé gentiment. Et il s'agit de Simon Boisvert. Et Simon, on a discuté de plusieurs choses ensemble et je lui demandais, concernant sa sœur, qui est un peu plus jeune que lui, comment ça se passait quand ils étaient jeunes. Est-ce qu'elle l'aidait, son frère non-voyant? Voici une partie de ce qu'il nous a répondu. Non, elle était plus jalouse, je dirais, parce qu'à cause de ma maladie puis du fait que je voyais pas, j'avais un peu plus d'attention des autres. Et puis je pense que ça l'a toujours dérangé. Ça a pris. Il a fallu que je parte de la maison puis que je devienne plus vieux pour qu'on s'entende. Là. Sinon, on se chicanait beaucoup plus. Puis elle disait. Tu veux dire partir de la maison quand tu as été en âge de quitter la maison à l'âge adulte? Oui. Sinon, on se tolérait sans plus. Ah oui, à ce point-là? Ah ouais, elle me disait qu'elle aurait aimé ça être à ma place. Puis je lui aurais donné sans problème, moi. Alors voilà, l'intégrale de l'émission avec Simon Boisvert, je vous le rappelle, vendredi le 10 mars. Maintenant, on retourne avec notre invité du jour pour la suite de l'entrevue. Donc, on est de retour avec notre invité d'aujourd'hui qui est Katia Darèche. Donc, Katia, à un moment donné, tu faisais la lecture d'un article, je crois même que c'était dans le Carrefour Braille. Absolument. Absolument. Et cette lecture-là t'a mis comme la puce à l'oreille pour un projet. Je pense que tu vas pouvoir l'expliquer mieux que nous, mais un projet qui, au départ, pouvait nous penser qu'on pourrait peut-être retrouver un peu de vision. Oui, c'est ça. C'est qu'il y avait un article qui était passé effectivement dans la revue Carrefour Braille, en fait, qui était tiré du journal Acadie Nouvelles, mais qui avait été reproduite dans le Carrefour Braille, qui parlait d'une petite fille du Nouveau-Brunswick qui était allée, à l'époque, en Chine pour recevoir des injections de cellules souches dans le but d'augmenter sa vision. Et puis elle avait une maladie qui ressemblait beaucoup à ma maladie des yeux. C'était pas tout à fait la même chose, mais c'était aussi son nerf optique qui était atrophié, mais d'une façon différente. Moi, c'est l'hypoplasie du nerf optique. Alors, je me suis dit, je vais aller sur le net le soir même et je vais taper traitement hypoplasie du nerf optique. Ou en tout cas, j'ai écrit quelque chose du genre, ou cellules souches, hypoplasie du nerf optique, en tout cas. Et je suis arrivée exactement au même endroit que là où la petite fille était allée. Je suis arrivée sur le site de cette compagnie-là, en Chine, où on nous expliquait un peu comment ça fonctionnait tout ça et on nous permettait de remplir un formulaire qui permettait d'envoyer une demande pour qu'ils puissent étudier notre dossier et savoir si on était éligible. Donc, j'ai rempli tout ça, j'ai envoyé mon dossier visuel, j'ai envoyé tout ça et on m'a dit, à ma grande joie, « Madame Darèche, vous êtes éligible à notre traitement, ça peut fonctionner pour votre maladie. » Donc là, moi, vraiment folle de joie, et là, je me suis mis à me dire, oui, mais OK, mais c'est très bien, mais ça coûte une fortune. Ça coûtait quand même assez cher. Il a fallu que je réussisse. Enfin, je ne l'ai vraiment pas fait toute seule. En fait, vraiment pas. Ça prenait 40 000 $ pour... Ça couvrait... Bon. Ben, ça couvrait. On était quand même 3 à y aller. Hein. J'étais accompagnée de mon conjoint à l'époque et de ma mère, parce que on s'en allait quand même
Finalement, ils m'ont pas envoyé en Chine, mais en Thaïlande, parce que ils disaient que c'était plus approprié au traitement dont j'avais besoin. Et ça durait, là, 20... Ça durait 1 mois. 1 mois, donc Ça couvrait les 8 injections de cellules souches. Ça couvrait l'hébergement, évidemment. Mes repas à moi étaient inclus là-dedans et ça couvrait tous les traitements parallèles à ça parce que c'était pas que les injections. Il y avait aussi de l'acupuncture, il y avait de la physiothérapie, il y avait de la stimulation visuelle. J'ai même eu des traitements de chambre hyperbare qui n'étaient pas prévus, mais quand ils ont vu ma jambe, ils ont décidé d'ajouter l'hyperbare. Donc, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Là. C'était un gros traitement. Mais qui coûtait quand même, avec les dépenses, il fallait se dire quand même 3 billets d'avion. Les 2 autres, fallait quand même qu'ils trouvent à se nourrir, et etc. Et bon, on sait que c'est quand même un gros voyage. Mais en tout, c'est ce que ça prenait. Et là, je me disais, ouais, comment on fait? Donc, j'ai rencontré mon papa, qui lui, évidemment, il s'est servi de sa notoriété, finalement, pour organiser, entre autres, une méga levée de fonds qu'il a fait. Il a organisé un gros spectacle à l'Étoile 1030, où il y avait avec lui plein d'invités de renom. Et puis, ils ont vendu, évidemment, des billets pour cette soirée-là, puis ils ont fait plein d'activités durant la soirée. Ils ont fait des tirages, ils ont fait toutes sortes de trucs. Ils ont vendu des photos, puis en tout cas, toutes les activités allaient pour mon voyage à Bangkok. Ils ont ramassé ce soir-là 30 000 en une soirée. Ce qui était très bien. Et les 10 000 de plus, on les a eus avec 3 autres plus petites levées de fonds qui nous ont donné les 10 000 supplémentaires. Donc, avec tout l'acharnement qu'on y a mis, ben, on a réussi à l'avoir et ça a fait en sorte que j'ai pu partir en 2014. J'ai commencé je suis arrivée à Bangkok le 1er juin 2014. J'ai passé tout le mois de juin là-bas. J'ai reçu 8 injections. Et puis, je vous dirais que c'est quelque chose, hein, parce que... Oui, il y avait des injections qui... C'était pas toujours facile. Il y en avait... bouger, c'est ça. Quand ils t'injectent dans la colonne, là, on s'entend que... Ça fait peur, déjà. Ça fait peur, ça fait très peur. Puis moi, j'ai demandé à dormir parce que, honnêtement, j'ai déjà eu un épidural, là, dans la colonne et j'ai vraiment pas aimé ça. Donc, j'ai dit, moi, je vais dormir. Donc, je les ai pas sentis, mais après, t'as quand même... Tu peux même pas bouger, tu peux même pas te lever la tête ni rien, sinon tu as des migraines épouvantables. Je l'ai faite par erreur. Quand on essaie de se lever du lit, on force un peu. C'était combien de temps sans bouger? C'était comme au moins 8 heures, là, si je me trompe pas, là, vraiment sans bouger. Sans bouger. C'est sûr qu'on se lève, mais il fallait que je me fasse aider pour pas forcer avec mon cou, ma tête, tu sais, pour pas bouger la tête puis forcer. Il fallait vraiment que, pour ces 8 heures-là, que je force pas du tout. Sinon, j'avais un mal de tête épouvantable pendant quasiment une journée, là. Donc, il y avait ce type d'injection-là qui était à la moelle épinière, parce qu'évidemment, les cellules de la moelle épinière puis les cellules du cerveau, ça communique ensemble. Donc, il y avait... C'était comme un bon chemin pour les cellules souches pour se rendre au nerf optique, c'est ce qu'on voulait. Il y en avait des injections derrière les yeux. Alors, ça aussi, je voulais dormir. Parce que, franchement, il m'avait dit, on peut vous geler. Non. C'est beau. Je veux dormir. Et puis, il y en avait intraveineuse, ça, c'est facile. Bon, il y avait 3 types. Mais, en plus, ce qu'il y avait, c'est que tout ça, c'était pas garanti que ça marcherait. C'est ça, là. C'était pas garanti, puis on m'a jamais fait croire que ça allait officiellement marcher. On m'a dit, et là-bas, on m'a bien expliqué, surtout quand j'étais sur place, on m'a dit, vous savez, ça fonctionne encore mieux sur un organisme en croissance. Donc, les très jeunes enfants, il y avait beaucoup d'ailleurs de très jeunes enfants qui étaient là parce que tout le système est en croissance et les cellules sont stimulées. Tu sais, au départ, c'est des cellules qui proviennent de cordon ombilical. Donc, c'est autrement dit, dans mon petit langage cute, c'est des bébés cellules. Il faut les stimuler
pour qu'elle fasse ce qu'on veut qu'elle fasse. Donc, bon, oui, eux font toutes sortes de traitements pour les stimuler, mais quand il y a la croissance en plus, ça les aide vraiment beaucoup. Donc, on m'a dit, ça veut pas dire que ça marchera pas, ça peut marcher énormément aussi. Ça va dépendre de votre organisme, comment il va réagir, et ça va dépendre si vous avez d'autres parties de votre corps qui est plus faible, parce que les cellules souches vont à l'endroit le plus faible du corps, généralement. Et l'endroit le plus faible de mon corps, c'est ma jambe. Ça sera toujours ça. Donc, je pense que c'est elle qui a goûté qui en a bénéficié beaucoup. Mm-hmm. Quoique, j'ai eu quand même... mes yeux bougent beaucoup moins depuis ce traitement-là. J'arrive à un petit peu mieux les diriger. Et puis, j'ai gagné un tout petit peu en précision là, et en champ visuel, mais c'est des mini-progressions. C'est avec des tests qu'on a été capable de détecter parce que moi, ça, je n'y serais pas arrivée. Là, c'était trop minime comme progrès. Mais quand même, je l'apprécie. Mais il y avait un article qui était paru au Québec, je me souviens plus, c'était dans quoi, qui disait Katia Darèche retrouve la vue. Ben oui, Katia Darèche retrouve la vue dans une clinique de Bangkok. C'est sensationnel, dire ça comme ça, oui, mais c'est pas juste sensationnel. C'est faux en plus, parce que, je veux dire, dans le sens où j'ai pas retrouvé complètement, mais on a eu une petite progression, puis c'est quand même appréciable, mais c'est pas... je peux pas conduire ma voiture, là. Mais moi, je sais très bien qu'avant d'y aller, tu étais très consciente que... Oui, tout à fait. Mais tu voulais l'essayer. Absolument, parce que moi, j'ai toujours dit, c'est bien pire d'avoir des regrets. Et si je l'avais essayé, tout à coup, ça aurait marché. Puis là, tu le regrettes toute ta vie parce que tu te dis, j'ai peut-être pas tout essayé. Moi, je peux pas dire ça. Mais j'ai essayé. Excusez. Parlant de regrets, je veux pas aller vers les regrets, mais à 42 ans, est-ce qu'on en a quelques regrets? Est-ce que tu es satisfaite de ta vie? Oui, je suis satisfaite. En ce moment, là, aujourd'hui même. Oui, sérieusement, oui. Je trouve que, j'ai vécu beaucoup de choses, puis ça a demandé beaucoup de courage, beaucoup de résilience et tout. Je me serais passé de l'accident, là, on s'entend. Il y a des petites choses. Ça, oui. Bon, mais j'ai grandi à travers ça, comme je disais un peu plus tôt. J'ai grandi beaucoup. Je suis pas sûre que j'aurais été aussi courageuse si j'avais pas été obligée d'aller puiser en moi puis de m'apercevoir qu'il y avait toute cette source-là. Je l'aurais peut-être pas su. J'aurais peut-être pas appris autant le positif. J'aurais peut-être pas compris à quel point il y en avait de l'énergie en moi puis de la force et tout ça. Ce qui fait qu'après, moi, maintenant, je connais mes outils parce que je les ai tellement essayés, je les ai tellement utilisés pendant les épreuves que je sais ce qui est à ma disposition maintenant pour avancer. Donc, je pense que même ça, je ne le regrette pas. Mais là, je pense que je suis rendue à penser à moi puis à faire plein de choses que j'aime, puis à continuer les projets. Là, mon prochain projet, c'est d'écrire ma biographie. Oui, parce que j'adore écrire. Oh oui, vraiment. Communiquer. Absolument. Tu communiques beaucoup par les réseaux sociaux. Tout à fait. S'il y en a qui veulent t'écrire aujourd'hui. Sur Facebook, n'importe quand. Katia Darèche, vous allez me trouver. Twitter, même chose. Vous allez me trouver tout de suite. Et puis, sur katiadarèche.com aussi, j'ai mon blog. Il faudrait que je m'en occupe un peu plus, là. Je suis un peu due. Mais j'avais commencé un petit peu à écrire des petits textes autobiographiques, des petits chapitres. J'appelais ça des petits bouts de moi. J'avais commencé. Puis après, j'ai été approchée par des gens. Donc là, j'ai arrêté parce que faudrait que je prenne tout ça, que je fasse un livre avec ça. T'as déjà un très, très bon c'est déjà un très bon début. Je m'étais quand même rendue là, jusqu'au début de la vie adulte avec ça. Mais là, évidemment, je vais tout retravailler. Je vais pas lancer ça comme tel. Mais j'avais une très bonne base pour m'appuyer dessus. Et là, ça, c'est mon prochain rêve. Mon livre. Ça, j'aimerais vraiment ça. Puis, évidemment, peut-être un prochain album, parce que là, j'ai des albums avec ma famille. J'en avais fait un en duo avec mon conjoint Éric Ouellette, avec qui j'étais à l'époque, en 92. De 91 à 94, en fait.
Bon, puis ensuite, j'avais fait un album toute seule en 2003, mais 2003, le dernier album solo, là, on s'entend que c'est... Ça fait déjà un petit Ça bout. date, hein? Ça fait longtemps. Donc, c'est dû, ça aussi, là, un nouvel album, ce serait extraordinaire. Je vais commencer à me mettre en quête de nouvelles chansons inspirantes et... enfin, ce sont les prochains projets. Écoute, je savais qu'on aurait pu faire 3 heures, facile. C'est sûr qu'on aurait pu. Mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Moi, c'était clair quand j'ai décidé de faire ce projet-là, que j'allais inviter Katia, puis je me disais, ça allait de soi que tu sois ma première invitée aussi. T'es vraiment adorable, J'espère vraiment. que vous qui écoutez, vous allez en entendre d'autres, c'est clair, par la suite, mais je pense que vous avez quand même aujourd'hui une belle preuve que malgré le handicap et malgré les autres intempéries qu'on peut vivre, il y a moyen quand même de faire des choses très intéressantes et stimulantes. Absolument. Et de réussir, c'est certain qu'on peut. Il faut juste vouloir, hein, puis mettre l'énergie, mais c'est certain qu'on peut. Persévérer. Persévérer, absolument. Je te remercie vraiment beaucoup, Katia. Et puis maintenant, je peux vous reposer la même question qu'au début, ma toute première question. Connaissez-vous Katia Darèche? À la prochaine. Merci, Martin.